Bonjour et bienvenue au deuxième épisode du balado Sur le pouce carré. Je suis Anne-Marie Fortin, consultante spécialisée en littérature jeunesse et fondatrice de Pouce Carré. Et bien sûr, je suis en compagnie de Rose Carrière-Degnaud, qui est formatrice chez Pouce Carré. Salut Rose! Salut Anne-Marie, ça va bien? Ça va bien toi? Oui! C'est excitant? Oui! Deuxième épisode, on a eu quand même beaucoup d'excitation. Oui, vraiment. Après l'apparition du premier épisode, on était très contentes, on surveillait nos médias pour voir si les gens allaient nous écouter. Puis je dois dire, on a rejoint quand même pas mal plus de personnes que ce qu'on avait imaginé au départ. Moi, je m'attendais à ce que peut-être nos mères nous écoutent, quelques personnes qu'on connaît, qui s'intéressent bien à la littérature jeunesse, mais c'est plus de 160 écoutes en un mois qu'on a eu. Ben oui, wow, pour un premier épisode d'un projet qui n'était pas connu, qu'on n'avait pas annoncé non plus. Hein, on n'avait pas dit « attention, on arrive avec un balado ». Ben, je pense qu'on est vraiment choyés. Merci à tout le monde d'avoir été au rendez-vous. Puis on espère que ce deuxième épisode saura vous intéresser tout autant que le premier. J'ai l'impression qu'on vient juste d'enregistrer le premier épisode, puis en même temps, j'ai l'impression, je sais pas pour toi, mais on dirait que c'est passé mille et une choses depuis. Oui. Oui, hein? Puis on vient de traverser 2 semaines assez rock'n'roll, surtout pour Rose, qui a donné vraiment beaucoup d'animation dernièrement. On a eu des projets inattendus. Alors, on vous avait fait la liste de ce qu'on avait prévu de faire en mars. Il s'en est ajouté depuis. Et tantôt, ben, j'ai fait la liste de ce qui nous attend en avril. Ça donne le vertige. Ouais. À peu près autant. Ça va être le fun. On a beaucoup de projets, surtout des projets qui sont vraiment variés. On va vous exposer tout ça à la fin du balado. Aujourd'hui, pour notre deuxième épisode, Rose, je te propose qu'on commence par la présentation qui va être destinée au secondaire. Oui. Bien, premièrement, ça va faire changement. Puis deuxièmement, je sais que tu nous as préparé un sujet pour le primaire, puis ton sujet va être plus léger que mon sujet. Alors, je pense que si on termine avec ton sujet, ça va finir sur une note un petit peu plus guillerette que la mienne. Ça marche. Ça marche? Alors, je vais commencer tout de suite avec le segment que je vous ai préparé. Et aujourd'hui, on va parler d'égalité des genres et de féminisme. Je vais vous présenter toutes sortes de ressources. C'est pas par hasard que j'ai décidé d'aborder ce sujet-là. Au cours du dernier mois, je pourrais même dire au cours de la dernière semaine, je suis allée donner un atelier dans une école secondaire. J'ai rencontré un groupe d'élèves de 13-14 ans. Et bien, pour la première fois, je me suis retrouvée face à une situation qui m'a vraiment troublée. Et là, on s'entend, là, j'en ai donné des ateliers au primaire, au secondaire. Toi aussi, Rose, on a eu des fois des situations dont on se parlait après, puis que c'est un peu comique, ou tu sais, on se demande, je sais pas si ça avait été moi, comment j'aurais réagi, tout ça. Ben là, je me suis retrouvée au cœur d'un truc où tu te dis, oh, OK, heureusement que j'avais un petit peu d'expérience derrière la cravate parce que ça m'a permis de réagir comme il faut. On en entend parler dans les médias, à la télévision, dans les journaux, de la montée de la misogynie, de l'homophobie et de la transphobie dans les écoles secondaires. Il y a eu plein d'articles à ce sujet-là en février dans les médias. Puis même encore la semaine passée, là, en mars 2026, la semaine passée, on avait des articles qui parlaient de la montée des violences à l'école, la montée du harcèlement, puis particulièrement des violences et du harcèlement dirigés envers les filles. Ça, c'est la théorie. Je savais que ça existe. Mais là, je me suis retrouvée dans la pratique. C'est vrai que ça existe. Alors, je suis devant un groupe d'une trentaine d'élèves, puis dans ce groupe-là, il y a un sous-groupe de 5-7 garçons qui ont choisi, je dirais ça comme ça, qui ont monopolisé la rencontre pour affirmer des faits qui relevaient vraiment de stéréotypes de genre. Par exemple, les hommes sont plus en mesure de se défendre que les femmes, ils doivent protéger les femmes, ils sont meilleurs dans les sports que les femmes, c'est sûr que dans n'importe quel sport, tous les gars vont battre les femmes, etc., etc. Puis moi, j'ai eu beau donner des arguments scientifiques qui étaient issus d'études, parce que j'avais fait mes devoirs, des documents, des faits qui venaient de livres que j'avais sous la main en leur montrant les sources. J'ai eu beau leur proposer des comparaisons avec des situations qu'on vit dans la vie, ils ont insisté pour ramener leurs arguments. Leurs arguments qui étaient souvent sans fondement, puis pour démolir, ils ont insisté pour démolir mon argumentaire, finalement. Au point où, à un certain moment, j'ai décidé que j'étais tellement mal à l'aise, j'ai dit là, ce qui est en train de se passer, les commentaires que vous faites en ce moment et les réactions physiques que je vois, ça appartient à la misogynie.
j'ai pas pensé définir exactement c'était quoi la misogynie. J'aurais peut-être dû, mais tout ça, on s'entend que ça se passe sur le fly, là. Tu sais, tu t'attends pas à ça. T'es devant un groupe, faut que tu sois l'adulte responsable. Il faut que ça se passe bien, mais t'entends des choses avec lesquelles t'es pas d'accord. Fondamentalement, tes valeurs, ça réagit, là. Je dois dire, cela dit, que l'enseignante puis la bibliothécaire qui étaient là, ils ont été vraiment super. Ils sont occupés de la gestion du groupe. Ils ont dit aussi, on parlait dans le même sens, là, on allait dans la même direction. Puis on a quand même écouté avec ouverture puis bienveillance ce que tout le monde avait à dire. Mais quand même, là, je m'attendais pas à ça. Je me suis retrouvée C'est sûr. Bien, c'est sûr. Puis, tu sais, on est des femmes dans un milieu où il y a beaucoup de femmes, autant dans le milieu de l'éducation que dans le milieu du livre. Puis on en a toutes vécu, là. Moi, j'en ai vécu des situations où j'ai eu l'impression que j'ai pas eu un job parce que j'étais une femme, là. Puis je l'ai entendu dire de personnes avant moi que, ceux qui choisissaient qui allaient avoir l'emploi, ils trouvaient que c'était bon que ce soit un monsieur, là. Tu sais, on l'a vécu, ces affaires-là. Puis là, on entend des plus jeunes que nous, qu'on a l'impression qu'ils vont être plus évolués dans leur pensée. Plus ouverts. Ben, pas nécessairement. Alors, ça m'habite depuis une semaine. Je me suis dit, bon, ben comment je vais faire ça? Ça m'habite, puis aussi, ça me rend triste. J'ai été triste de constater que c'est vrai. Puis il y a deux affaires qui m'ont troublée plus particulièrement. La première chose, je les écoutais, puis à un moment donné, je me suis dit, c'est des influenceurs. Ouais. Tu sais, j'entendais le discours démagogique de l'influenceur. C'est-à-dire que chaque argument que je pouvais donner était tourné en ridicule, mais d'une façon convaincante. Ouais. C'est ça qui est troublant. Oui. Puis toi, t'es là, puis tu te dis, ben, c'est peut-être moi qui n'ai pas raison. Tu sais, tu te poses la question, mais évidemment, on a la chance d'avoir de l'expérience. Tu sais, moi, j'ai quand même une pas pire expérience en ostinage, là, ou en argumentation. Mes valeurs sont bien ancrées, tu sais, j'ai des convictions solides, puis j'étais quand même déstabilisée malgré que je suis capable de me défendre. Puis je me disais, pour réussir à faire ça, il faut qu'il y ait entendu des gens tenir ce discours-là, que ce soit des politiques, que ce soit des influenceurs, des membres de leur famille, il faut qu'il y ait des gens entendu ça. Puis si moi, je trouve ça déstabilisant, comment se situe une jeune fille, par exemple, du même âge, face à eux, qui entend ça, qui voit que chacun de ses arguments est réduit à bouillie, d'une façon qui est difficile à contrer? Parce que c'est comme du vent. C'est vraiment difficile à nommer. Si c'était facile, ça n'arriverait pas. Ouais. Si c'était facile de contrer ce genre de discours-là, ça n'arriverait pas autant. La deuxième affaire qui m'a vraiment troublée, c'est le silence des autres. Les autres garçons, puis les jeunes filles. Puis même à un moment donné, j'ai dit, vous les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Personne n'a voulu répondre. Est-ce qu'elles n'ont pas répondu parce qu'elles n'avaient rien à dire? Ou parce qu'elles trouvaient que c'était inutile? Ou parce qu'elles avaient peur des représailles? Je ne le sais pas. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, j'ai dit, je peux pas juste laisser les gens parler comme ça. Il faut que je dise, moi, je trouve que c'est de la misogynie, ce que j'entends en ce moment. Je trouvais que j'avais cette posture nécessaire-là, puis je me suis dit, au pire, ils me réengageront pas. Si l'école n'est pas contente, je veux dire, moi, j'ai la chance d'être une personne externe. Je vais dire ce que je pense de ça. Ben oui. Fait que là, je reviens chez moi. Je parle à ma partenaire France chez Pouce Carré. On est bien désolé. On se dit, OK, c'est quelle horreur, tu sais. Mais qu'est-ce qu'on fait après ça? Qu'est-ce qu'on fait? Je me suis demandé même si c'était le bon moment pour en parler parce que ça fait pas longtemps. Je me suis dit peut-être que j'ai pas trouvé toutes les solutions possibles. Puis en même temps, je me suis dit, je pense que c'est le temps. J'en parle. Je vais le faire pendant qu'il est chaud. Au pire, on fera une autre chronique. Si jamais on a des nouvelles solutions qu'on trouve. Fait que j'ai fait ce que je sais le mieux faire. J'ai fouillé dans ma bibliothèque. Puis j'ai cherché des ressources. Excellente idée. Moi, je suis comme une pharmacienne. Ça prend des solutions. Voilà. Ça prend des médicaments. Ça prend des ressources. Je me suis demandé si je devais trouver des livres à faire lire aux garçons. Mais peut-être que je suis défaitiste, mais je me suis dit, ils ne liront pas. C'était tellement fermé, le discours. Je me suis dit, même si je leur trouve 100 millions de livres extraordinaires, ils ne liront pas. Je me suis dit, peut-être que je devrais trouver des livres pour les filles. Ça aurait été une bonne idée. Sûrement que ça aurait été une bonne idée de trouver des livres avec des héroïnes fortes et tout ça. Mais moi, je me replaçais dans mon espèce de malaise. Puis je me suis dit, je vais essayer de donner des ressources aux filles et aux adultes ou aux alliés, les garçons alliés. Je vais essayer de trouver des ressources pour aider à se faire une idée, aider à se bâtir des arguments, aider à pouvoir affronter une telle joute verbale.
Alors, voici quelques suggestions d'essais. C'est un long préambule. Mais je pense que c'est nécessaire. Je pense que oui, ça explique pourquoi on va parler de ça aujourd'hui. Je vais vous proposer des essais qui vont pouvoir alimenter la réflexion. Je pense que les pédagogues qui nous écoutent vont savoir quoi en faire. Soit vous allez pouvoir les lire en classe pour amorcer une discussion, vous allez pouvoir choisir des extraits pour demander aux élèves ce qu'ils en pensent. Peut-être même les parents, s'il y a des parents qui nous écoutent, juste laisser traîner les livres. Oui. Des fois, c'est bien plus efficace que de dire « tu devrais lire ça ». Absolument. Donc, vous allez savoir quoi faire avec ça. Puis, c'est des essais aussi en même temps, là, d'un point de vue pratico-pratique. Ça nous rappelle à nous, les adultes, qu'on est capable de lire des essais. Parce que des fois, on est dans la fiction beaucoup, dans la bande dessinée, dans le roman, mais on oublie que des essais, on est capable d'en lire. Des fois même, ça peut nous faire peur de lire un essai parce qu'on a l'impression que c'est compliqué. Puis, ben, les essais pour ados, belle porte d'entrée pour bien lire. Alors, ma première suggestion, je commence avec un livre qui est super bien vulgarisé, qui est accessible, c'est pile poil dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est paru aux éditions de La Courte Échelle, tu le connais assurément, Stéréotypes aux commandes. Oui. Et si la science nous aidait à déjouer les préjugés, c'est de Tanya Lloyd-Key et Drew Shannon. C'est vraiment un incontournable. Absolument. On y trouve dans ce livre-là une panoplie d'études qui sont citées puis qui expliquent comment le cerveau fonctionne et pourquoi on a des préjugés. Parce que tout le monde a des préjugés. Tout le monde, on a beau pas vouloir en avoir, bien, ça nous le dit même dans ce livre-là. On en a, puis c'est normal d'en avoir, mais comment on est capable de les comprendre pour les déjouer aussi, pour les mettre de côté quand on veut prendre des décisions. Ça aide, c'est un ouvrage qui aide à dédramatiser la situation, puis à prendre à bras-le-corps cette situation-là en essayant de modifier nos schémas de pensée. On va y parler de toutes sortes de stéréotypes qui sont soit reliés au genre, à l'origine culturelle, au physique, à l'habillement. Le livre est illustré, il est facile à lire, il est intéressant, puis je pense qu'il va être capable de captiver tous les amateurs de records Guinness. Oui. Qui aiment les faits amusants, les trucs qu'on peut raconter. Il y a des études des fois qui sont rigolotes, qui sont loufoques, mais qui restent scientifiques. Puis en plus, bien, comme je le disais, c'est agrémenté d'illustrations, ça rend le texte super accessible, puis ça reste très ado. Donc, une super suggestion pour comprendre c'est quoi un stéréotype, puis comment ça se fait qu'on a des stéréotypes, pourquoi on vit avec ça. Je continue avec des livres qui, à en juger par le nombre de milieux scolaires qui me disent qu'ils l'ont dans leur bibliothèque, je pense qu'on peut dire que c'est un classique. Je vais vous parler de Tout nu, le dictionnaire bienveillant de la sexualité de Myriam Daguzan-Bernier, qui est paru il y a quelques années aux éditions Cardinal. Alors, Tout nu, c'est un ouvrage sous forme de dictionnaire qui est illustré aussi d'ailleurs par Cécile Gariepi, donc avec des belles grandes illustrations. Et ce dictionnaire-là a donc des entrées qui sont classées par les lettres de l'alphabet. Et on va aborder des centaines de sujets en lien avec la sexualité. Puis, bien, qui dit la sexualité dit à un moment donné qu'il faut éclaircir les notions de genre. Je pourrais vous référer à plein d'entrées. Allez voir ce qu'elle dit, Myriam Daguzan-Bernier, aux entrées stéréotypes, masculinité, féminité, #MeToo, le muscle building, hein? Se bâtir les muscles pour avoir l'air fort et viril, l'identité de genre, la discrimination, il y a plein de sujets qui vont vous permettre d'avoir des définitions puis d'être capable d'expliquer les concepts. Puis même, ben, on est des vieux. Je l'ai dit au dernier balado qu'on était des vieux. Je sais que tu n'es pas aussi vieille que moi, mais quand même, des fois, il y a quand même des affaires qui n'existaient pas ou dont on ne parlait pas quand nous, on était plus jeunes. Ça peut nous mettre à jour. Puis de mettre les bons mots aussi. Oui, mettre les bons mots, tu as raison. Pas parler de zézette, parler des bons mots. Puis savoir de quoi les jeunes parlent aussi. Quand ils abordent certains mots, des fois, on est un peu déconnecté, mais ça nous remet à jour. Puis plus récemment, Myriam Daguzan-Bernier, qui est sexologue d'ailleurs, a publié un autre ouvrage qui a été publié, celui-là, aux éditions du Tré Carré, qui s'appelle Sexe, sexo, sexu. Et dans Sexe, sexo, sexu, il faut se rendre au chapitre « Aborder les violences » pour trouver les sections qui sont consacrées à la masculinité. Puis ça, pour moi, ça parle beaucoup. Ouais. C'est qu'il y a encore un enjeu par rapport à la définition de la masculinité. Elle va y aborder les questions de la masculinité toxique, la question des normes sociales, puis les causes, et les causes, en fait, qui mènent à la crise de la masculinité. Donc, c'est ça. C'est à ce moment-là qu'on va aborder ces questions-là, puis qu'on va aussi aborder des violences. On va le revoir un petit peu plus tard dans mes autres exemples, parce que des fois, oui, ça peut mener à des violences qui sont même palpables. C'est-à-dire qu'il y a des violences verbales, c'est se faire violence, là, se faire dire.
on sent qu'il y a une violence quand on se fait dire qu'on est inférieur, mais quand la violence peut se transformer en violence physique ou en violence verbale. Bon, je vais rester dans le sujet du sexe avec ma prochaine suggestion, qui est l'essai Parler sexe de Maude Pinchot-Major, qu'on va trouver aux éditions Éco-Société, dans la collection Radar, donc qui est une collection de plus en plus connue, qui est consacrée aux essais qui sont destinés aux adolescents. Quand on est un adulte qui est peu habitué à la lecture d'essais, je trouve que c'est vraiment une collection là, qui peut nous initier. Puis il y a plein de sujets, l'éco-anxiété, les réseaux sociaux. Oui, la grossophobie. Il y a toutes sortes de sujets qui ont été abordés dans la collection. Et au tout début de celui-ci, qui s'appelle Parler sexe, Maude Pinchot-Major a un chapitre qui s'intitule Brûler les stéréotypes, où elle va explorer la construction du genre, donc de la féminité, de la masculinité, et où elle parle de la performance du genre. Puis en lisant ça, je me suis dit, c'est peut-être à ça que j'ai eu droit. Un exercice de performance du genre. Des petits gars qui ont voulu avoir l'air de vrais petits gars. Ouais. Ça m'a sonné une cloche. Je me suis dit, il y avait quelque chose de la performance, en tout cas, dans ce que j'ai vécu. Puis même à la fin, les adultes qui étaient là m'ont dit, on dirait qu'ils ont voulu te casser. Qu'ils ont voulu comme que ça dérape ton atelier. Fait que je pense qu'il y avait quelque chose de la performance au travers de ça. Et en lisant ça aussi, je me rends compte qu'à la fin, elle propose des modèles masculins positifs. Elle nous dit qu'il manque en fait, elle ne nous propose pas des modèles masculins positifs, elle nous dit qu'il manque de modèles masculins positifs et elle nous propose des solutions pour contrer la misogynie. Et parmi ces solutions-là, il y avait le fait de dénoncer les comportements sexistes auxquels on peut être confronté. Puis ça m'a comme un petit peu validée. Ben oui. Je me suis dit, ouais, je pense que j'ai raison de faire cette chronique-là. J'avais encore besoin de sentir là, que c'était correct de parler de ce sujet-là. Du côté français, allons voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous propose 3 essais qui sont publiés dans la collection Jamais trop tôt aux éditions La Ville brûle. Alors, on a Internet aussi, c'est la vraie vie de Lucie Ronfaux-Hazard. On a Ce que pèsent les mots de Lucie Michel et Sous nos yeux, petit manifeste pour une révolution du regard de Iris Bré. Ce sont 3 essais qui sont illustrés par Marion Malle. Je vous donne un petit aperçu de chacun de ces ouvrages-là. Dans le premier que je vous ai nommé, Internet aussi, c'est la vraie vie, on va se demander si Internet est sexiste. Il y a même un encadré, est-ce que Google est sexiste? Là, on nous explique qu'il a fallu revoir les algorithmes de Google parce que quand on lui demandait une traduction, par exemple, nurse était toujours traduit par l'infirmière. Doctor était toujours traduit par le docteur. Alors oui, Google était sexiste, il a fallu le revoir. Dans Ce que pèsent les mots, on se questionne sur les règles grammaticales. Ben oui, surtout dans la langue française. Alors, on va nous parler des différences entre les différentes langues, mais qui genrent les choses et qui genrent les gens et qui font systématiquement gagner le masculin sur le féminin. Alors, même dans notre façon de parler, on a intégré que le masculin allait gagner sur le féminin. Puis dans Sous nos yeux, on va aborder la question du male gaze, du female gaze, alors des termes à découvrir aussi, qui vont nous être expliqués. Et en fait, le regard masculin, le regard féminin dans les œuvres culturelles, dans ce cas-ci, qui sont représentées à l'écran. Donc, on va parler des manifestations culturelles à l'écran. Puis, on va parler de la représentation des femmes dans les médias et dans les représentations culturelles à l'écran. Puis ça, la représentation des femmes, ça peut être les femmes qui sont représentées, qu'on voit à l'écran, mais aussi celles qui créent les séries, les films, les documentaires qu'on regarde, leur présence ou leur absence. Ce sont donc 3 ressources qui sont courtes, qui sont faciles à lire. La mise en page est dynamique, il y a des illustrations, puis ça nous donne un aperçu de ce qui se passe en Europe aussi, parce que la question du féminisme, elle n'est pas nécessairement avancée de la même façon partout, donc ça nous donne un aperçu de ce qui se passe là-bas. Puis je conclus parce que ça fait plein de suggestions. D'ailleurs, je vous rappelle que les suggestions vont être listées dans le descriptif du balado. Alors, je vais conclure avec 3 dernières propositions. C'est des albums qui sont destinés aux ados puis qui vont assurément pouvoir servir de rampe de lancement pour des discussions animées, des discussions intéressantes avec les ados. Bien sûr, c'est la collection Griffes aux éditions de Lisatis. Incontournable, des magnifiques ouvrages. Le premier livre de la collection, celui qui a lancé la collection de Lucille de Pellouan et Geneviève Darling, Pourquoi les filles ont mal au ventre, qui a été lauréate du prix Espiègle. C'est un album qui se présente un peu comme un manifeste féministe qui énumère les situations contemporaines dans lesquelles les femmes sont encore victimes de discrimination.
Je vous invite aussi à aller voir le fabuleux, parce qu'on parle de l'autrice Lucille de Pellouan, son recueil poétique Tiens-toi droite aux éditions Boréal. Aussi, là, ça vaut vraiment la peine. On donne la parole. En fait, on assiste à la prise de parole puis à l'essor féministe d'une adolescente qui est très attachante. Donc, ça peut être vraiment intéressant d'aller voir l'œuvre complète de Lucille de Pellouan. Toujours aux éditions de Lisatis, un album de Manon Plouffe et Christine Delzen qui s'appelle « Les 34 mots des mots », MAUX, qui propose 34 définitions concernant les mots, MAUX, qui sont bien ancrés dans la société, parmi lesquelles on va retrouver des définitions pour l'avortement, le consentement, la discrimination, l'égalité homme-femme, l'excision, le féminicide, le sexisme, incel, alors plein d'occasions de, encore là, comprendre la réalité, accroître son vocabulaire, voir que ça existe encore. C'est comme 50% des mots, là, des 34 mots qui sont autour de ces sujets-là. Donc, c'est vraiment, vraiment présent encore dans nos sociétés actuelles. Puis finalement, un album, je dirais, dur, là, que les gens prennent toujours dans leurs mains dans les salons du livre parce qu'il est tellement beau, c'est « Entre le lapin et le renard », un conte dépourvu de fées de Nathalie Lagacé, où, c'est ça, la magnificence des illustrations va créer un grand contraste avec la cruauté du texte. On y suit l'histoire d'une femme qui est victime d'une relation, j'ai hésité à écrire une relation amoureuse toxique, une relation entre deux personnes, toxique et violente. Je sais pas si, je pense qu'il y a de l'amour à la base de ces relations-là, mais ça se transforme, toxique et très violente. Puis l'album est clôturé par un dossier informatif sur la manipulation et sur la violence envers les femmes. Parce que, malheureusement, perpétuer les stéréotypes de genre, encore aujourd'hui, à une époque où on a tellement essayé de faire des avancées dans ce domaine-là, c'est admettre une supériorité de l'homme sur la femme. Puis ça, ça peut assurément mener à la perpétuation des violences envers les femmes. Et voilà. Merci, Anne-Marie. Merci de m'avoir écoutée. Je pense que ça m'a fait du bien de pouvoir parler de ce sujet. J'espère vraiment que ces suggestions-là pourront aider les professionnels et les jeunes filles et les alliés à trouver des arguments, à trouver... Puis si on n'est pas capable de convaincre l'autre, de garder sa position, de se sentir fier, la renforcer. Alors, bonne lecture à tout le monde. Je te propose qu'on continue avec un sujet plus joyeux, plus, tout aussi actuel, parce qu'on est dans la période de l'année. Toi, tu vas nous faire une chronique cette fois-ci pour parler de littérature au niveau primaire. Et je te laisse nous dévoiler le sujet de ta chronique. Je pense qu'on l'attendait tous, le printemps. Oui! Et j'ai décidé de faire une chronique de livres qui parlent de printemps, de la nature, des fleurs qui reviennent, des animaux, bref, des livres qui donnent envie d'aller dehors, de retrouver l'extérieur, de renouer avec le soleil, les petits bruits des oiseaux. Puis le lien que je veux faire, en fait, pourquoi j'ai eu envie de faire cette chronique-là, c'est qu'on a la chance, pendant tout le mois d'avril, de participer au Printemps citoyen, qui est organisé à la Maison de l'Arbre. Et en fait, à chaque fin de semaine du mois d'avril, on est là, toi, moi, France aussi, qui va être là. On va faire des heures du conte avec la thématique de la nature. Donc, tous les samedis, dimanches, de 10h à midi, pendant tout le mois d'avril. Donc, 4 belles fins de semaine d'heures du conte où est-ce qu'on va espérer pouvoir s'installer dehors, en nature, profiter du beau temps. Sinon, ça se passe à l'intérieur, c'est pas annulé s'il ne fait pas beau. Mais le plus possible, on va essayer de s'installer dehors. Ça fait tellement du bien. L'année passée, on n'a pas été chanceux avec la température. France et moi, on était là l'année passée, entre autres pendant la fin de semaine de Pâques. Puis on avait pu se mettre dehors. Il y a un endroit à la Maison de l'Arbre où on est capable d'avoir comme un bon rayon de soleil, mais c'est quand même pas chaud. Non. Fait qu'on espère, là, en fin de semaine. Cette semaine, il annonce chaud, mais je suis pas sûre qu'en fin de semaine, on va pouvoir être dehors. Pour les personnes qui sont à l'extérieur de Montréal, mettons, là, pour vous situer à la Maison de l'Arbre, c'est à l'intérieur du Jardin botanique. Oui. Puis plus précisément, si vous voulez venir nous rejoindre, vous pouvez entrer par l'entrée sur la rue Rosemont. Oui. C'est vraiment à côté de l'entrée de la rue Rosemont. Puis vous allez la voir, la Maison de l'Arbre, là, soit comme tu disais, on est juste devant ou à l'intérieur.
Oui, exactement. Puis dans le fond, on apporte plein de livres qui ont rapport avec la nature, avec l'environnement aussi. Et on fait une heure du conte en continu, là. C'est assez informel. On s'adapte au monde qui viennent. Les gens restent des fois 1 heure, des fois passent un petit 30 minutes avec nous. Et on leur fait la lecture de livres. Moi, j'aime bien les faire choisir, les enfants. On a comme notre table de livres, plein de suggestions. J'aime bien leur demander quels qu'ils voudraient lire. Puis on a des suggestions un peu pour tout le monde. On a surtout des albums pour faire l'heure du conte, mais on aime bien aussi apporter des petits romans pour les plus vieux, des fois les grands frères, les grandes sœurs qui accompagnent, puis qui ne veulent peut-être pas nécessairement écouter l'histoire qui est en train de se faire lire à l'avant, mais ils peuvent s'installer dans un petit coin avec des petits romans qui rejoignent les mêmes thématiques. Donc, en fait, j'avais envie de vous proposer les 4 albums que j'ai le plus envie de lire, que j'ai le plus hâte de lire pendant tout le mois d'avril. Donc, un peu un avant-goût pour vous donner le goût de venir nous voir au Printemps citoyen. Donc, le premier, c'est un album publié à la courte échelle, je pense, qui est assez récent, mais qui est facilement gagné en popularité. À chaque fois que je le présente, j'ai des réactions de tout le monde. « Ah oui, ce livre-là, c'est tellement magnifique! » Ça s'appelle « Avant, j'étais un arbre ». Et bon, on nous dit que c'est écrit par un livre, mais avec l'aide d'Ewan McLaughlin, qui aurait aidé le livre à raconter son histoire, illustré par Guillaume Karsten. Et c'est l'histoire du livre, qui est le narrateur, qui va nous raconter qu'avant, il était un arbre. Et c'est ça que je trouve qui est bien avec ce livre-là, c'est qu'on va raconter l'origine de l'objet livre, que le papier, ça vient de l'arbre, mais on va vraiment reculer, puis on va aller jusqu'à la petite pomme de pin qui est tombée de l'arbre et qui a donné cet arbre-là qui est devenu un livre. Donc on retourne vraiment à l'origine des arbres. On va avoir la petite pomme de pin qui déboule la colline, les graines vont se détacher. Il y a un écureuil qui va manger la graine, qui va la digérer, qui va laisser ses besoins. Il y a un scarabée qui va rouler la graine qui est dans les besoins de l'écureuil jusqu'à un endroit parfait où est-ce qu'un arbre va pousser. Puis on est vraiment dans l'esprit du cycle aussi qui se renouvelle. Donc il va nous raconter que lui aussi, il a fait des pommes de pin qui ont vécu le même processus que lui. Et un jour, on l'a coupé, cet arbre-là. Oh. Et la page est hilarante. On nous dit vraiment, et un jour, on m'a coupé. Oui, je sais, c'est choquant. Mais en même temps, il ne serait pas là. Voilà, parce qu'on lui a donné une nouvelle vie. Encore une fois, on est dans le cycle qui se renouvelle. Il y a le cycle de l'art, mais il y a aussi le cycle du livre, de l'histoire. Puis il va nous inviter à la fin à continuer à partager cette histoire-là, parce que c'est comme ça que le livre continue de vivre. C'est comme ça que l'art va continuer de devenir des livres et d'être partagé, c'est en lisant avec les autres, en suggérant des lectures, bref, en faisant vivre les livres de cette manière-là. C'est vraiment une belle découverte que j'ai eue. J'ai adoré ce livre-là. Puis je pense qu'on est vraiment dans l'humour aussi. Notre narrateur, qui est le livre, là, il est très drôle. Donc je pense que ça va être un succès à lire à voix haute. Je pense que ça va faire lire. J'espère que ça va faire lire le public aussi. C'est un beau lapsus, mais rire le public aussi. Donc voilà pour Avant, j'étais un arbre chez La Courte Échelle. Puis il y a de plus en plus, en tout cas, au fil du temps, on accumule beaucoup de livres qui parlent des livres. Oui. Tu sais, c'est le fun aussi de faire une espèce de corpus là, autour des livres qui parlent des livres. Celui-ci pourrait assurément faire parler, mais il y a cette teinte-là d'originalité parce que, en même temps, il y a un propos écologique. Oui. Puis c'est même le fun de demander aux enfants, est-ce que tu penses qu'il aurait dû le laisser vivre, l'arbre, ou si c'était correct de le couper? Parce qu'il y a toute une question éthique qu'on pourrait discuter avec eux. Parce que si ça n'avait pas été fait, il ne serait pas là. Voilà. Mais s'il l'avait laissé, peut-être que ce serait l'arbre qui nous raconterait l'histoire. Alors, il y a une belle conversation à avoir autour de ce sujet. C'est vrai. Le prochain... Oui, vas-y. Les écureuils. Ben oui. Ils sont beaux. Il est mignon. Puis ils ont des noms aussi, là. Ils ont des noms, les écureuils. Puis il y a aussi le scarabée qui a un nom, là. Puis on s'y attache, là. Assurément. Le prochain livre que j'avais, c'est une de mes... J'aime pas se prendre des favoris, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est vrai que c'est une bonne suggestion. C'est publié aux éditions Fonfon de Tania Baladi et Audrey Malo. Ça s'appelle « Prends un numéro ». Puis pourquoi je l'aime, c'est que c'est une histoire qui est vraiment très drôle. Tout au long, on s'amuse. On rit des personnages un peu. Et à la fin, on a vraiment une chute qui nous fait réfléchir. Dans le sens qu'on a eu du plaisir tout au long de la lecture. On s'attend à ce que ce soit une histoire qui est très légère, très dans l'humour. Et là, à la fin, on fait « Ah, OK, il y avait quelque chose en dessous de ça. On peut y réfléchir, on peut en discuter. » C'est un message qui est très intéressant.
En fait, c'est l'histoire de plein d'animaux qui prennent une marche en forêt. Et leur marche va être interrompue par une machine. Vous savez, quand on va, par exemple, au comptoir de charcuterie, la machine prenait un numéro, puis on est appelé au lieu de faire la file. Il y a une machine comme ça qui est arrivée du jour au lendemain dans le sentier de la forêt. Et bien, ils vont s'arrêter, puis ils vont suivre les consignes. C'est écrit de prendre un numéro, on prend un numéro. Donc, prennent un papier. Et là, il y a un principe d'accumulation. Plus en plus d'animaux qui vont arriver. Et là, ceux qui sont déjà en train d'attendre vont dire « Attends, il faut prendre un numéro. » Là, les animaux vont dire « Mais pourquoi on doit prendre un numéro pour marcher dans la forêt? On a toujours marché dans la forêt librement. La forêt, c'est à tout le monde. Pourquoi on doit prendre un numéro? Bien, c'est écrit prendre un numéro. C'est écrit, il faut le faire. Ah, OK, je vais prendre mon numéro. » Et là, on attend. Puis le numéro n'est jamais changé. Il n'y a jamais de nouveau numéro qui est appelé. Donc, on continue à attendre. On a des nouveaux amis qui se joignent à nous, qui vont aussi se poser des questions. Pourquoi on attend? Bien, parce que c'est écrit d'attendre. Et c'est là qui est drôle, c'est qu'il va se passer des années et des années et des années où est-ce qu'ils vont attendre que le numéro change. Les personnages vont vieillir. À un moment donné, ils vont célébrer l'anniversaire d'un des animaux. Et tout à coup, un numéro est appelé. Et là, les personnages sont rendus avec plein de rides. On ne sait même plus d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on s'en allait, pourquoi est-ce qu'on est arrivé là. Il y a des amitiés qui se sont créées. Donc, un numéro est appelé. Et là, on a, à la fin, la chute que je parlais. En fait, on retourne dans le temps, 10 ans plus tôt, où on voit deux humains, deux travailleurs de la construction, qui sont là avec leurs affiches et tout, qui sont en train de marcher dans la forêt. Puis là, il y en a un qui va se demander t'es sûr que c'est là qu'il fallait qu'on place la machine à numéro? Et l'autre va lui répondre c'est pas grave, c'est en plein milieu de la forêt, personne ne va jamais s'en rendre compte. Et là, on se rend compte que cette machine-là avait même pas raison d'être là, donc ils ont attendu pour rien. Ça, c'est très drôle, mais après, c'est aussi de réfléchir sur l'impact des humains sur les écosystèmes, dans la nature. Eux, ils ont mis la machine là, se sont dit aucun autre humain passe par là, ça va déranger personne. On n'a pas pensé aux animaux que ça pourrait déranger, aux insectes, aux animaux, aux végétaux aussi que ça pourrait avoir dérangé. Donc, il y a quand même une certaine discussion à avoir avec ça, de réfléchir, oui, sur la patience, sur les règles aussi, mais justement sur réfléchir à nos actions peuvent avoir des impacts qui ne sont pas nécessairement sur nous, mais il faut y penser quand même. Là, on n'a pas à prendre à la légère l'impact qu'on pourrait avoir sur la faune, la flore. Donc voilà, pour prendre un numéro. Puis aussi, tu sais, tu parlais, le temps passe, mais il n'est pas écrit dans le texte, le temps passe. Fait que c'est vraiment dans l'illustration qu'on va voir les marques du temps qui passe. Puis ça amène les enfants à devoir faire des inférences pour comprendre ce qui se passe. Tout n'est pas... L'information n'est pas donnée tout cul dans le bec dans ce livre-là. Il faut un petit peu, des fois, prendre le temps de regarder la page, de relire la page. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Là, il y a comme un petit niveau de difficulté qui peut s'installer. Si vous en faites le récit, vous pouvez le raconter, vous pouvez l'expliquer. Puis aussi, au niveau de l'illustration d'Audrey Malo, je trouve que il y a beaucoup de livres sur la nature et la forêt qui vont avoir des illustrations très, très, très organiques. Si je peux dire ça. Ça, on est vraiment dans des aplats de couleurs, on est dans des formes, des couleurs vives. Ça amène aussi au côté rigolo. C'est vrai. C'est pas le même style d'illustration qu'on voit d'habitude dans les livres sur la nature, fait que c'est très rafraîchissant. Absolument. Ah, c'est une belle suggestion. C'est vrai que c'est vraiment bon. Vraiment. Ensuite, j'avais un ouvrage absolument magnifique à présenter, qui est publié aux éditions Dents de Lion. Ça s'appelle « Le grand vol de la petite dent de lion ». Et c'est un ouvrage qui est bilingue, en fait, qui est en français et en espagnol. Donc, ça ajoute une dimension intéressante. C'est de Maria Gracelia Bastardo et illustré par Pascal Sévigny-Vallière. C'est l'histoire d'une petite dent de lion, d'une petite pissenlit, qui va elle va faire un long voyage pour trouver un endroit confortable où s'installer et surtout un endroit où elle va se sentir acceptée, qu'elle va se sentir bien. On commence vraiment au tout début, là, quand le pissenlit devient comme une petite boule blanche et qu'on a plein de petits... ça s'envole au vent, là, plein de petites parties. C'est ça, voilà, merci, le mot m'échappait. Et elle va comme ça être portée par le vent et va essayer d'aller dans plein de champs de fleurs. Elle va essayer de s'installer sur un terrain de golf, par exemple, mais elle va être rejetée parce que, bon, un pissenlit sur un terrain de golf, ça n'a pas sa place, ça fait trop... non, c'est pas déteint, le terme.
Ça détonne. Détonne, oui. Dénature. Voilà. Trop le gazon parfaitement coupé, parfaitement vert. Elle va essayer d'aller dans un champ aussi qui est tout en rang très bien serré. On lui dit, il n'y a pas de place pour une mauvaise herbe ici. Et elle va continuer comme ça, à essayer de s'installer dans un endroit où est-ce qu'elle serait acceptée, où est-ce qu'elle se sentirait bien. Et elle va, un jour, être un peu à bout de force, puis il faut bien qu'elle s'installe quelque part. Elle va se laisser tomber. Et elle va atterrir dans le jardin d'une jardinière qui, elle, va l'accueillir à bras ouverts. Elle va lui dire, voyons donc que tout le monde te rejetait, moi, avec plaisir que je vais t'accueillir dans mon jardin. On peut voir dans les illustrations, son jardin, il y a plein de fleurs c'est des illustrations qu'on peut prendre le temps d'observer. C'est hyper coloré. Et de voir aussi tous les types de fleurs qu'on peut aller identifier, ou des fois, on peut aller des fleurs qui vont être plus imaginaires, qu'on peut essayer de voir à quoi est-ce qu'on pense que ça ressemble, à quoi ça nous fait penser. Et cette jardinière-là, qui va accepter notre petite dent de lion dans son jardin, elle va nous expliquer aussi plein de bénéfices j'allais dire des mauvaises herbes, justement des dents de lion, des pissenlits. Ce ne sont pas que des mauvaises herbes. On leur a donné cette espèce de mauvaise réputation-là, mais au final, ça sert à plein de choses, ne serait-ce qu'à la pollinisation. Les abeilles adorent les pissenlits, mais ça a aussi plein de vertus médicinales, à ce qui paraît. On peut les manger aussi. Les feuilles des pissenlits peuvent servir de salade. On peut faire des infusions avec les fleurs, donc plein de choses qu'on peut faire avec les pissenlits. Donc, on apprend les étapes qui mènent à un pissenlit. On apprend aussi à quoi ça sert. Puis je pense qu'au printemps, de plus en plus, on retarde la tonte de la pelouse pour permettre aux pissenlits là, justement de faire le travail. Mais je pense que c'est le genre de livre qui peut ouvrir nos horizons, puis ouvrir la discussion aussi sur l'importance des pissenlits. Puis c'est aussi, comme je disais, juste un ouvrage qui est magnifique à regarder, à prendre le temps de bien le lire. Et voilà, donc le grand vol de la petite dent de lion. Vraiment un magnifique ouvrage, très belles illustrations. Est-ce que je peux te voler la parole un instant? Vas-y. Parce que ça m'a fait penser à un autre livre. Oui, vas-y. Mais qui est un petit mini-roman. OK. Où là, on veut arracher les pissenlits. Ah ouais? Alors là, c'est comme c'est bon, pour ça se faire répond. Le contrepoids. C'est un roman qui vient juste de paraître aux éditions Orca. OK. Puis on vient de commencer à travailler avec les éditions Orca. Alors, je l'ai lu la semaine dernière. OK. Un roman de Mireille Messier qui s'appelle Fémie et Lou et le trésor perdu. Mm-hmm. Puis, grosso modo, Fémie et Lou, c'est deux enfants qui sont désespérément à la recherche d'argent pour pouvoir acheter un détecteur de métal parce qu'ils ont caché sur la plage un coffre qui appartient à la grande sœur de Fémie. Fémie va bientôt revenir d'un voyage et ils veulent retrouver le coffre avant que sa sœur arrive, fait qu'ils veulent un détecteur de métal. Pour ce faire, ils vont travailler pour la voisine qui va leur donner 25 sous à chaque fois qu'ils arrachent un pissenlit sur leur terrain. Puis ils se mettent à arracher les pissenlits, sauf qu'à un moment donné, la voisine, elle leur fait remarquer qu'ils n'ont pas arraché juste les pissenlits, ils ont arraché aussi l'asclépiade. Et là, l'asclépiade, on n'arrache pas ça parce que c'est la seule plante qui est mangée par les monarques. Ouais. Et là, c'est un roman, il y a plein d'aventures, il y a plein de péripéties, mais tu disais que dans Le Grand Vol de la Petite Dent de Lion, on voyait les différentes étapes du pissenlit. Ouais. Bien là, on va voir les différentes étapes de la naissance du monarque, là, de l'œuf sur l'asclépiade jusqu'au papillon qui prend son envol. Ah, c'est intéressant. C'est sûr qu'on arrache les pissenlits. Ouais. Là, c'est un peu le contraire, mais je trouvais qu'il y avait peut-être une petite parenté qui pouvait être intéressante. Absolument. Tu l'amèneras. Oui, on va le mettre. Citoyen, certainement, on va le mettre sur nos tables. Les plus vieux veulent le découvrir. Certainement. Mon dernier album que j'avais présenté, c'est un album qui est publié chez Little Urban de Amélie Gros. Et ça s'appelle « Libre, le jour où j'ai délivré les animaux ». C'est tellement drôle comme livre. C'est adorable. Si vous avez des amoureux des animaux, là, vraiment, c'est le genre de livre qui va leur plaire. C'est l'histoire de Simon. Simon, ses parents lui annoncent, tout excités, qu'ils vont passer la journée au zoo. Et les parents de Simon là, sont vraiment là, comme dans un magasin de bonbons. Là. Ils sont émerveillés par absolument tout ce qu'ils voient, tous les animaux qu'ils voient, courent partout. On a vraiment cette inversion des rôles là aussi, parce que c'est les parents qui sont excités, qui sont énervés, qui ne suivent pas nécessairement les règlements, et l'enfant qui va être plus les pieds sur terre, puis qui va poser une réflexion sur ce qu'il voit devant ses yeux. En fait, Simon, lui, se promène dans le zoo, voit tous les animaux, et il ne peut pas s'empêcher de remarquer à quel point ils ont l'air tristes.
à quel point ils ont l'air malheureux, ou est-ce que des fois, ben, leur pelage est peut-être tout mêlé, il est sale. L'eau, par exemple, dans laquelle les pingouins se baignent, elle a l'air sale. Il y en a qui ont l'air d'avoir faim. Il y en a qui ont juste l'air de ne pas avoir d'amis avec qui jouer. Puis Simon, plus la journée va avancer, plus il va être triste, puis plus il va se dire « je peux pas partir », puis laisser ça comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je délivre les animaux. Et Simon, c'est un petit garçon très débrouillard. Il va décider d'aller voler les clés du gardien de sécurité pour pouvoir ouvrir les cages des animaux et aussi aller fouiller dans les objets perdus pour trouver plein de vêtements, plein d'accessoires. Puis il va habiller les animaux comme si c'était les touristes qui visitaient le zoo. Et il va comme ça, un à un, les sortir de leur cage, les habiller pour qu'ils aient l'air là, de personnes normales. Puis il va les faire sortir en douce du zoo comme ça. Ils vont les suivre jusque chez lui. Puis là, les parents vont dire « voyons, on dirait qu'on est suivi par un groupe de touristes. » Puis Simon va dire « ah, ben c'est peut-être juste des touristes qui retournent dans leur hôtel ou qui doivent habiter pas loin de chez nous. » On fait pas trop un cas. Et là, évidemment, après toute cette épuisante journée-là au zoo, les parents veulent faire une petite sieste, veulent relaxer devant la télévision. Donc Simon va en profiter pour faire entrer les animaux chez lui, les monter à l'étage, dans la salle de bain, va tout leur faire une beauté, va les savonner, leur donner des collations, leur donner des câlins, leur donner, bref, qu'est-ce que Simon pensait qu'il méritait. Et au final, Simon s'est lié d'amitié avec ces animaux-là, mais ils vont pas être bien chez lui. Hein? Un lion, ça peut pas vivre dans une maison. Ça a besoin d'un climat spécial, ça a besoin de nourriture spéciale. Et il va construire une montgolfière avec tous les bouts de tissu qu'il va trouver dans la maison, qui vont coudre ensemble, vont construire une montgolfière pour qu'ils puissent retourner chez eux. Tous les animaux vont monter dedans, vont retourner chacun de leur côté. Et là, on a un peu comme un épilogue. À la fin, on va nous dire, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et un jour, il y a un pigeon qui va arriver à la fenêtre de la chambre de Simon et qui va lui donner une petite lettre. Puis là, tu peux la voir. C'est tellement mignon. C'est un petit papier où il est écrit « Merci », puis on a les traces de pattes de tous les animaux que Simon a délivrés. C'est tellement une belle histoire. Simon, c'est un petit garçon qui est très débrouillard, qui est aussi fier de ses convictions, puis qui, justement, a remarqué une injustice et n'a pas juste fait « Ah, c'est dommage, il faudrait faire autre chose ». Il a décidé de faire autre chose, d'avoir justement de s'appuyer sur ses convictions puis de prendre action. Puis ça a été récompensé. Il s'est fait des amis, il a sauvé plein d'animaux. Et le petit message à la fin, il est chouette parce qu'on a plein de traces d'animaux qu'on peut aller après ça identifier, aller associer à des animaux qu'on a vus dans l'histoire. C'est une belle histoire, parfaite là, pour les amis des animaux. Puis on a des animaux de zoo, mais on a aussi un loup, par exemple. Donc, on a des animaux qui viennent d'un peu partout, de plein de différents écosystèmes. Donc, ça fait découvrir aussi différents animaux. Donc, voilà pour Libre, le jour où j'ai délivré les animaux. Je me demande si ça donne le goût d'aller au zoo ou de libérer les animaux. Ça donne peut-être l'envie d'aller au zoo puis de faire des petits mauvais coups. Hein? Ouais, peut-être. Peut-être. Puis finalement, rapidement, en fait, comme je disais au début, on apporte des livres là, au Printemps citoyen qui peuvent convenir à différents groupes d'âge aussi pour même les adultes, quand vous amenez vos enfants, peut-être que vous allez avoir envie de les feuilleter. Donc, il y a des petits romans et si je pouvais dire, là, coup de cœur là, qu'on va amener. C'est publié aux éditions Bayard de André Poulain et Caroline Lavigne. Ça s'appelle « Comment sauver des chevaux sauvages ». C'est un magnifique ouvrage dans lequel on a des jeunes de partout au Canada, de plein de communautés francophones canadiennes différentes qui vont écrire des lettres, on est dans les années 60, qui vont écrire des lettres au premier ministre pour sauver les chevaux sauvages de l'île de Sable. Donc, on a plein de lettres pour convaincre de l'importance de la conservation de ces chevaux-là. On a des dessins aussi, c'est des enfants de différents âges qui écrivent. Donc, on a des lettres qui sont très sérieuses, très pointilleuses, très appuyées sur des faits. On a des lettres qui sont plus drôles. On a des dessins aussi qui sont écrits par des jeunes qui sont même pas en âge d'écrire. Et c'est un bel ouvrage qui montre que les jeunes, ils peuvent avoir un impact. C'est pas parce qu'on n'est pas un adulte, c'est pas parce qu'on n'a pas une voix qui porte ou qu'on n'est pas quelqu'un de connu, qui se fait écouter par les gens, qu'on peut pas avoir un impact et que nos actions sont pas importantes. Donc voilà, un bel ouvrage pour
motiver les troupes un peu et donner espoir. Comment sauver des chevaux sauvages de André Poulain. D'autant plus que c'est inspiré d'un fait réel. Oui, oui, oui. Hein? Donc, c'est ça qui est impressionnant là-dedans, là, vraiment de voir cet impact citoyen. Là. Absolument. Ben merci, je savais que tu nous redonnerais un peu d'énergie avec ta chronique, un peu de joie, le printemps qui nous attend. J'aurais envie de dire aux gens qui nous écoutent aussi, si le genre de sélection thématique qu'on fait dans ce balado-là, ça vous intéresse, puis que dans votre milieu scolaire ou votre milieu professionnel, vous souhaitez qu'on vous fasse une présentation de livres en lien avec un thème spécifique, vous pouvez nous contacter. On fait des formations sur mesure. Le dernier livre que tu viens de présenter, Comment sauver des chevaux sauvages, j'étais dans un salon du livre à Trois-Rivières la semaine passée pour justement au kiosque des éditions Bayard Canada avec qui on travaille. Puis on me disait que c'est un livre qui serait formidable pour le nouveau programme de CCQ, donc Culture et citoyenneté québécoise, où on va aborder, entre autres, les sujets de la démocratie et de l'implication citoyenne. Absolument. Mais des livres comme ça qui pourraient s'adresser, par exemple, ou aborder les sujets qu'on aborde dans le programme de CCQ, on en connaît plein. On peut. Puis moi, je t'écoutais parler, puis tu m'as peut-être vu, là, je regardais partout autour, mais c'est parce que j'ai pensé à 7 livres que j'aurais pu nommer en même temps. Là, à un moment donné, je me suis calmée. Je me suis dit, Anne-Marie, calme-toi, pas ta chronique. Donc, mais on est là pour vous si vous avez besoin de ce genre de suggestions de livres-là. Contactez-nous. Nos coordonnées sont toujours pas loin là, dans notre balado, puis vous allez pouvoir nous trouver. Eh bien, à venir maintenant en avril chez Pouce Carré, Rose vous l'a dit, toutes les fins de semaine du mois d'avril, dans le cadre du Printemps citoyen, on est à la Maison de l'Arbre du Jardin botanique de Montréal, samedi et dimanche de 10h à midi. Venez nous voir, on a plein de livres, on a le goût de jaser avec vous, on va faire des lectures. C'est comme les enfants prennent leur collation en nous écoutant, là, c'est pas très compliqué. Informel. Oh oui, puis on écoute une histoire, 2 histoires, 12 histoires, c'est comme vous voulez. On a une nouvelle maison dans notre équipe de maisons d'édition représentée. On commence à travailler avec Grund Québec. On a reçu plein de livres. Et on va les lire, puis on va venir vous les présenter dans vos milieux scolaires. Vous pouvez toujours nous contacter si vous voulez recevoir gratuitement une présentation des livres d'une maison d'édition. On a plusieurs présentations qui sont prévues au Québec et hors Québec, justement pour nos maisons d'édition qu'on représente. Donc, dans notre chapeau de représentante à littérature jeunesse, on va rencontrer les enseignants du Collège Stanislas. On va faire une présentation virtuelle aux techniciens en documentation au Centre de services scolaires de Montréal. On fait une présentation virtuelle auprès du Conseil acadien provincial en Nouvelle-Écosse. On va faire une présentation de livres auprès du Metropolitan Edmonton Regional French Immersion Program en Alberta. J'ai pratiqué mon accent anglais. On fait une présentation de livres auprès du Consortium provincial francophone en Alberta encore une fois. En Ontario, une présentation au Niagara School Board. Et on a 2 journées Pouce Carré prévues à l'horaire. Alors, les journées Pouce Carré, c'est des journées auxquelles vous pouvez vous inscrire. Peu importe d'où vous êtes, vous avez droit d'y assister en direct ou en rediffusion. Le 13 avril pour des livres pour le secondaire et le 28 avril des livres pour le primaire. Au niveau des formations, on va donner la formation Parler et écrire grâce au livre à la journée de formation professionnelle du Ottawa Carleton Elementary Teachers Federation en Ontario. Et 2 ateliers dans le cadre du congrès de l'AQEFLS, l'Association québécoise des enseignants et enseignantes de français langue seconde. On va donner la formation Cartographie des ressources en littérature jeunesse, puis Parler et écrire grâce aux livres. Et à ce même congrès, on va aussi tenir un kiosque, puisqu'on représentera à cette occasion-là les éditions Les Malins pour la vente de livres au kiosque. On aura une autre présentation, présence en kiosque aussi, puisqu'on sera au Salon de l'apprentissage au mois d'avril, encore une fois, à Montréal. Cette fois-ci, dans notre kiosque, on va représenter Pouce Carré, on va parler de nos services, puis représenter en même temps les éditions Binôme. On continue à travailler avec Ago On Lit. Oui. Donc, tu vas donner une présentation à Go On Lit dans les Laurentides, la formation de façon virtuelle, la formation Un pas à la fois sur l'heure du lunch, un petit dîner dans les Laurentides. Et on va toutes les 2 participer au comité de sélection d'Ago On Lit. Donc, on est en train de préparer la sélection de livres pour l'an prochain, donc qui vont s'ajouter aux suggestions de livres d'Ago On Lit. On va être sur ce comité-là. On fait 2 salons de vente en collaboration avec la Coop Maisonneuve, une fois au Collège Notre-Dame-des-Anges, puis une fois à l'École Louis Dupire.
On anime la cabane à culture organisée par BANQ et École en réseau. Cette fois-ci, notre sujet sera Nican Productions la cabane va être donnée par Kim Obomsawin. Puis on est en rodage. Oui, ça c'est excitant. Incroyable! On va être en rodage parce qu'on a un nouveau projet. En fait, depuis quelques mois, pour Bibliothèque de Laval, on est en train de construire 3 ateliers destinés aux aînés. On sort un peu de la littérature jeunesse pure et dure. On s'en va dans les arts, la littérature, le voyage, etc. Donc, on a monté 3 ateliers pour les aînés qui sont en CHSLD ou en RPA. Ça peut être des personnes qui sont en pleine autonomie ou en perte d'autonomie. Puis, bien, on s'en va les tester. Alors, ça commence le 10 avril, premier test dans un CHSLD pour un de nos ateliers. Donc, à suivre. Puis, peut-être que si vous êtes dans la région de Laval, vous aurez des membres de votre famille qui pourront en bénéficier. France et moi allons participer aussi à la journée interprofessionnelle de l'ALQ. Et finalement, on vous invite à suivre nos infolettes, nos médias sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre RSS pour avoir accès à notre balado. Tous les détails de tout ça vont être en lien dans le descriptif du balado pour que vous y ayez accès. Eh bien, j'espère que vous avez encore une fois fait des découvertes littéraires qui seront inspirantes. Je vous dis bonne lecture. Oui. À bientôt. Puis nous, on se retrouve dans un mois pour prochain balado. J'ai hâte. Moi aussi. Si vous avez des suggestions, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, écrivez-nous. On veut faire quelque chose qui va vous rejoindre. Là. Fait que, on veut avoir des sujets, des idées. Soyez pas gênés de nous écrire. Merci Anne-Marie. Merci à toi. C'était un plaisir de faire à nouveau ce balado avec toi. À la prochaine. À bientôt.